La Fédération des écomusées et musées de société est ravie de vous accueillir pour ce 6e jeudi de la FEMS, de l'année. Donc un format un petit peu particulier puisque, aujourd'hui nous recevons une invitée qui ne fait pas partie, du réseau, Nathalie Petitot, qui est enseignante-chercheuse à l'université d'Avignon et nous vous proposons un format, qui explore sous un angle un petit peu différent la question du patrimoine culturel immatériel, qui a été déjà abordé, à plusieurs reprises et qui fait partie des préoccupations des membres du réseau. Je sais que cette période est toujours, très compliquée pour, beaucoup de monde, donc nous allons, sans doute rester en petit comité, mais donc le podcast et la diffusion via YouTube permettra de toucher une audience un petit peu plus large. Et donc nous vous proposons un jeudi à 2 voix, en fait, avec d'une part, la voix du Musée Comtois autour d'un retour d'expérience sur une saison culturelle autour des arts de la rue et de la piste, avec, Mathilde Rivet qui est ici présente, assistante de collection au Musée Comtois. Et donc, nous prendrons un temps aussi de mise en réflexion, mise en perspective, avec une contribution de Nathalie Petitot, autour de la compagnie Alexis Grus. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer directement, j'avais prévu une toute petite présentation image pour présenter la structuration de cet épisode. Et on va directement, voilà, se lancer. Alors, voilà, tac. Donc normalement, le lancement de la présentation est parti. Donc pour ma part, je vous proposerai autour de l'exemple de cette saison, autour des arts de la rue et du cirque, d'aborder en filigrane des thématiques comme celle de l'enquête-collecte, de la participation ou encore du rapport entre langage muséographique et art vivant du spectacle, autour d'une saison qui a fait la part belle au spectacle vivant, comme vous pouvez le voir sur certaines photos de la diapo. Hem, je donnerai ensuite la parole, après la présentation d'un rapide teaser vidéo, à Mathilde Rivet qui présentera le travail d'enquête de terrain et l'articulation entre le terrain d'enquête et la production d'un documentaire et d'une exposition sur la thématique des saltimbanques. Et enfin, nous aborderons le cas de la compagnie Alexis Grus avec Nathalie Petitot, avec une intervention qui s'intitule «Pour une histoire des arts de la piste». Nous allons garder un temps d'échange à l'issue de cette séance pour, bien évidemment, pouvoir partager vos réactions, vos questions. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez aussi via le chat. Heu, voilà, pour que les présentations restent interactives. Donc pour ce qui concerne la petite introduction que je vous propose et qui sera volontairement très courte, le musée Comtois à la citadelle de Besançon a, mis en œuvre, et était le chef d'orchestre, entre guillemets, d'une saison culturelle en 2022 entièrement consacrée autour des arts de la rue et de la piste. Avec un parcours en réalité qui était structuré autour de 3 zones d'exposition. Donc c'était vraiment une expérience à découvrir sur le site, adossée à une programmation culturelle de spectacles vivants. Donc là, vous avez une, vue cavalière de la citadelle de Besançon, qui est un site, d'une quinzaine d'hectares et donc vous voyez qu'il y avait une déambulation proposée autour de 3 thématiques en écho. Au sein du musée Comtois, une présentation autour de l'articulation entre marionnette et satire principalement, donc ça fait partie de notre parcours permanent de collection. Nous avions également produit une exposition temporaire qui dure encore jusqu'au 6 novembre, qui s'intitule Saltimbanque, qui permettait, d'explorer les liens entre plusieurs artistes, au tournant des années 70 et l'émergence en gros d'une nouvelle scène, d'art de la rue.
Et enfin, nous avions une exposition rétrospective consacrée au Cirque Plume, qui est natif de Besançon et qui a arrêté ses activités durant la pandémie en 2020. Donc on est, à l'articulation entre, temps long, qui remonte, aux années 1840 pour les collections les plus anciennes du musée, de marionnettes et époque contemporaine proche, puisqu'on va parler de compagnies qui ont, et qui sont encore en activité, notamment je pense au cirque équestre Pagnozzo. Donc aux origines de ce projet, c'était vraiment, l'idée de prendre appui et de valoriser sur les collections relatives aux arts de la marionnette qui sont à l'heure actuelle présentes au musée Comtois et régulièrement réactivées par des propositions d'intervention d'artistes. Et vous avez un aperçu sur cette diapo, d'une, de nos salles, notamment, la salle dite de la Roulotte, qui présente le répertoire traditionnel de marionnettes, en Franche-Comté, autour d'un spectacle, qui s'appelait la Crèche Comtoise, qui s'appelle toujours la Crèche Comtoise et qui a, derrière son motif religieux, pour but d'être une forme de théâtre d'actualité en marionnette. Ce qui permet, d'être aussi dans l'actualité extrêmement contemporaine et au fur et à mesure des événements et des animations au musée, on a pu explorer, ainsi que nos visiteurs, de nouvelles formes à la frontière entre théâtre d'objets, théâtre d'ombre et surtout explorer la question de la liberté d'expression. Donc vous apercevez un petit, gilet jaune, qui était d'actualité il y a quelques années. Une compagnie byzantine, le Théâtre des Manches à Ballet, nous a donné un très important fonds de collection à la fin de l'année 2016 et ça a réellement été le point de départ d'un, «trait d'union» entre guillemets, entre les collections anciennes relatives à la crèche comtoise. Donc là, on voit une version contemporaine de la crèche comtoise qui mêle personnages traditionnels, donc notre fameux vigneron qui s'appelle Barbizier et qui est la figure du peuple qui va dénoncer les injustices sociales, par exemple, à côté d'une manifestante, étudiante. Et donc ce théâtre des Manches à balai va constituer le creuset d'exploration de nouvelles formes de théâtre dans la rue, et de collaboration avec divers artistes. Donc là, on voit un aperçu, du travail inspiré de Tommy Ungerer et la scène principal, le lieu principal d'expression de cette compagnie va devenir la rue et avec vraiment l'idée de réactiver, tout un imaginaire, qui croise celui des saltimbanques d'autrefois, mais aussi l'imaginaire du cirque. Parallèlement, la ville de Besançon a été la ville natale du Cirque Plume, bien connu, qui a cessé, comme je le disais, ses activités et qui a commencé également en fanfare et dans la rue, comme on le voit dans ces photos d'archives avec les fondateurs de la compagnie. Et Bernard Kudelac, qui a longtemps été directeur artistique du Cirque Plume, a également transité par le théâtre des Manches à balai. Donc finalement, nous allons partir sur une enquête, autour des trajectoires de ces artistes, de leur évolution et découvrir un univers d'artistes un petit peu, fantasques qui vont, sans le savoir au départ, écrire à leur manière, et contribuer à écrire une page, du nouveau cirque. Le nouveau cirque donc avec une dimension théâtrale très assumée, avec une présence de la musique aussi très, très affirmée, y compris sur scène et pour ce qui concerne le cirque Plume, un rejet, de la présence des animaux, le seul animal que vous verrez dans un spectacle du cirque Plume, c'est ce petit chien noir, Zippo, qui maltraitait d'ailleurs son dresseur. Donc le travail d'enquête-collecte a démarré, comme je le disais, à partir de la donation de 2016, avec l'ouverture, d'une salle consacrée au théâtre des Manches à balai et s'est enrichi au fur et à mesure du temps, par la rencontre avec différents témoins de, ce temps de rencontres et d'aventures et d'inventions nouvelles
Et donc ce que je vous invite à découvrir finalement, c'est un projet qui, repose principalement sur des portraits croisés, des portraits d'artistes, des portraits de personnes, mais aussi des portraits, finalement assez intimes et familiaux qui vont aussi croiser l'univers du musée, puisque parmi les personnages là que vous voyez à l'écran, nous avons Marie Bollet qui nous a peut-être rejoint, la médiatrice, pendant une dizaine d'années au musée Comtois, qui, est une authentique enfant de la balle et qui nous a permis, d'ouvrir, de très nombreuses portes et d'entrer dans cet univers, oui, à la fois intime, familial, artistique et que Mathilde va pouvoir vous présenter beaucoup plus en détail. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement, il dure 1 minute 30, le teaser, du documentaire qui a été produit autour de l'exposition et ça fera la transition avec, l'intervention de Mathilde. Il faut être illicite, légèrement sur la frontière entre le permis et l'interdit. Moi, je voulais pas vivre la vie de mon père qui travaillait du matin au soir, gagner de l'argent et puis aller au cimetière après. Je voyais pas tellement l'intérêt, quoi. Ce qui me plaisait, c'était autre chose. Ce métier, le métier d'art, commence par les rêves qu'on en a. On se connaissait tous sans se connaître, quoi. On s'était déjà vu. Je pense que c'est démarré un petit peu comme ça, quoi. Quand ils ont commencé, il n'y avait pas l'intermittence, hein. Ils l'ont fait par la foi, j'en sais rien. Mais ça a été les tout premiers, je pense. Dans ces formes nouvelles de théâtre, il y avait tout d'un coup comme un monde nouveau qui s'ouvrait. Ça a duré quand même pendant des années. On s'amusait bien. Une fois que tu es dans le spectacle, faudrait vraiment quelque chose d'extra. Aïe, 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 aïe. Ordinaire pour dire bon ben on arrête. Tout c'est fini. Je sais vraiment pas ce que j'aurais été si j'avais pas été saltimbanque. Parce que j'ai l'impression que je savais pas faire autre chose. Voilà. Excusez-moi pour les saccades. C'est pas grave, on a eu le son quand même. Et puis ça donne envie, j'espère, de venir le voir. C'est un documentaire qui dure 30 minutes et qui va intégrer notre parcours permanent. Voilà. Et si vous voulez le revoir le teasing d'une façon plus meilleure, vous pouvez aller sur le site internet de la Citadelle et sur la page de l'exposition, il y est. Donc, pardon, bonjour à tous, merci d'être ici, je suis très ravie. Je suis très ravie de rencontrer Nathalie Petitot, même via écran. Donc, je vais faire une présentation sur le travail qu'on a réalisé autour de l'exposition Saltimbanque, donc une des parties de la saison. Donc, n'hésitez pas à me dire si je ne parle pas assez fort. Donc, dans le cadre de cette exposition Saltimbanque, je pense qu'il y a vraiment eu la volonté pour l'équipe d'expérimenter un positionnement un petit peu particulier pour travailler. Et c'était quelque chose que Marie Bollet nous avait aussi appris à faire avec de précédentes expositions ou travail avec des partenaires dans la ville de Besançon. Mais en tant qu'équipe de conservation, on a vraiment poussé notre travail hors de notre zone de confort. Le sujet s'y prêtait en plus puisqu'il s'agissait de rechercher les traces sur un sujet un petit peu particulier qui est le spectacle vivant, qui alliait art de rue, art de cirque et avec des personnes soit toujours en activité, soit vous avez vu qui se sont arrêtées il y a quelques années.
L'idée était aussi, comme disait Aurélie, d'apporter un éclairage particulier sur nos collections plus anciennes de marionnettes en particulier. On avait déjà dans nos collections la vie d'un saltimbanque du 19e siècle. On avait aussi des fonds photographiques très intéressants qui pouvaient aussi parler des clichés véhiculés sur les saltimbanques ou les bohémiens montreurs d'ours du 19e siècle. Pour paraphraser notre propre note d'intention transmise à l'équipe de scénographie, il s'agissait de dresser un portrait sensible et nous souhaitions que l'exposition soit conçue comme une plongée au cœur de ces vies, vécues comme autant d'aventures humaines, familiales, amicales, culturelles et artistiques. Donc un gros morceau. Et la recherche de ces traces matérielles et immatérielles autour du spectacle vivant, bien sûr, c'est réalisé avec un lien direct avec les artistes. Donc, c'est un lien qu'on avait commencé à tisser avec la compagnie des Manches à Ballet, dont Aurélie vous a parlé, et on a étendu les rencontres. Et donc, forcément, c'est un lien dans lequel on s'engage professionnellement et puis, on ne va pas se mentir aussi, personnellement. Ma présentation va se faire en 2 parties. La première aura comme objet la méthodologie de cette enquête collecte et la deuxième partie traitera des premiers bilans que l'on peut déjà tirer de cette expérience en tant qu'équipe, donc qu'on avait envie de partager aujourd'hui, donc entre dépassement et limite, ou inversement, entre limite et dépassement. Alors en méthodologie, donc l'exposition Saltimbanque est bien sûr un travail, comme tout travail avant exposition, un travail de recherche historique, un travail de recherche même sociologique, et qui s'est déroulé conjointement à une collecte d'objets. Donc cet ensemble-là d'enquêtes documentaires, d'entretiens, de collecte, anticipait bien sûr la retranscription matérielle que l'on voulait donner au sein de l'exposition. Donc c'était une manière vraiment de la travailler tout le long. Et donc, vous venez de voir le teasing. Au sein de cette exposition, il y avait un documentaire, un film documentaire inédit qui a été réalisé spécialement pour l'occasion et, comme disait Aurélie, qui raconte les liens entre ces artistes locaux à travers une galerie de portraits croisés. Ce documentaire, je pense, a une place centrale dans l'approche du sujet. Il était présent dans nos têtes dès le début du projet d'exposition et il sert vraiment, je pense, de point de jonction. Il condense bien cette recherche historique, sociologique, ces entretiens et cette collecte d'objets que nous avons menés simultanément de front. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que ce documentaire que nous avons donc commandé a été réalisé forcément par quelqu'un qui portait aussi un regard, quelqu'un qui était, donc c'est Bedouin et Bizarre qui l'a réalisé, donc quelqu'un qui aussi est sensible à cet art de rue, à cet art du cirque. Donc c'est aussi un travail artistique en ce sens-là, puisqu'il a posé lui-même son regard et il a fait des choix de montage et de prise de son, de prise d'image particuliers. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc nous avions plusieurs pistes à explorer et à construire pour le propos de l'exposition de façon simultanée. Un chantier donc documentaire d'une part, une campagne d'entretien d'autre part, et enfin des traces matérielles à reconstituer. Donc on a parlé de l'acquisition en 2016 pour le musée des objets, des marionnettes, des accessoires du théâtre des Manches à Ballet qui faisait de la marionnette de rue. Ils nous ont aussi transmis, pendant cette acquisition, des dossiers d'archives, des dossiers de spectacles qui font partie de notre fonds documentaire. Donc ça, c'était vraiment un point de départ historique très important, puisque dans ces dossiers assez conséquents, bien rangés, en plus, on a des photographies, des coupures de presse, des archives techniques du montage de spectacles. On sait aussi qui a intervenu autour des Manches à Ballet pour monter les spectacles, les différents acteurs, les différentes techniques. Donc ça, c'était très important pour notre enquête. Et puis, on a eu aussi les albums photos des protagonistes de l'histoire, puisqu'il s'agissait tout d'abord de s'immerger complètement dans le sujet,
de bien identifier les personnes, de comprendre les liens qu'elles avaient les unes des autres, de comprendre leur trajectoire de vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, François, est-ce que tu peux m'aider en partageant les quelques images que j'ai? Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème. C'est bon. Merci. Donc ici, vous avez des photos qui ne sont pas rangées en album photo, qui sont issues de la famille Pagnot, qui a donné ensuite le cirque Pagnozzo. Alors là, c'est des photos qui étaient en vrac, hein, dans des grands sacs cabas, des grands sacs de course, des objets aussi un petit peu collés les unes les autres, enfin voilà, et non rangés, on se rend compte là, c'est une famille en fait, le père, la mère, qui ont commencé dans la rue à faire les saltimbanques et qui ont eu 5 enfants. Donc ici, on commence à identifier les personnes, donc c'est comme ça que le travail de recherche vraiment a commencé, en essayant de comprendre qui était qui, et aussi vous voyez des éléments très différents au fur et à mesure des années, les enfants qui grandissent et le cirque équestre qui émerge petit à petit et qui vient directement de la rue. Donc je vais revenir un peu plus loin sur la famille Pagnot. Donc vous voyez qu'on a vraiment croisé les sources et le terrain. Il était important de se préparer au mieux avant la rencontre avec les personnes. Donc c'est les premiers coups de fil qui commencent, les discussions. On commence aussi à enregistrer déjà la parole brute par téléphone. Et puis, comme tout travail documentaire, on est à la recherche d'une vérité historique. Et là, on s'est rendu compte très vite le rôle fondamental du théâtre des Manches à balai, autour de la figure de Jean-René et Daniel Bouvray, qui ont eu un rôle très fédérateur dans cette époque de Besançon, dans les années 1970. On parlait de Bernard Kudlak au Cirque Plume qui est passé chez les Manches à balai. C'est la même chose pour la famille Pagnot, c'est la même chose pour Guy Bollet qui va ensuite être funambule. Donc voilà, il y a eu un creuset comme ça d'artistes, un noyau dur dans un atelier particulier qui ont expérimenté la rue. Donc cette découverte-là qu'on n'avait pas exactement en tête au moment du départ de l'exposition va avoir une influence sur le parcours et aussi sur le montage du film documentaire. Donc, en parallèle de ces recherches historiques, on a mené une campagne d'entretien. Donc, je veux bien la deuxième image, François. Merci. Alors, le réalisateur Benoît Bizard et son équipe ont affirmé très vite un positionnement et une façon de monter, de réaliser le film en faisant des entretiens à domicile. Donc, le côté intime dont parlait Aurélie, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de venir d'emblée avec le matériel, de ne pas rencontrer les personnes avant et de les saisir comme ça un petit peu sur le vif avec tout le brut qu'il peut y avoir dans les souvenirs et dans les émotions. Donc ça se ressent beaucoup dans le documentaire. Donc vous voyez quand même une mise en scène un petit peu épurée, mais importante pour filmer les gens comme ça dans leur environnement, derrière leur bibliothèque, derrière leurs chevaux de bois qu'ils peuvent avoir en décor, ou pour les Pagnot directement au haras et sous leur chapiteau. Par contre, bien sûr, pour nous, ce n'était pas possible de débarquer avec une équipe de tournage directement chez ces personnes. Donc, c'est des gens qu'on a rencontrés, nous, équipe du musée, en amont, avec des entretiens plus ou moins formels, qui nous permettent de prendre contact, de s'apprivoiser, tout simplement, de se connaître, de saisir les premières informations qui permettent d'alimenter notre recherche historique ou sociologique, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc, le lien entre l'institution musée et les personnes se fait vraiment doucement. C'est aussi à ce moment-là qu'on récupère des photographies, qu'on récupère aussi les coupures de presse qui permettent de recouper les informations qu'on avait. Donc, entre les entretiens et nos recherches d'archives ou iconographiques, donc on a des traces matérielles
à rechercher, à documenter pour monter l'exposition, puisque l'exposition, ce n'est pas que le documentaire. Donc, dans ces entretiens plus ou moins formels, on les poursuit après la réalisation du film. C'est vrai que déjà pendant les journées de tournage, on a un certain nombre d'objets qui émergent avec les personnes. Mais c'était important aussi de prendre son temps, encore une fois, de laisser un petit peu décanter tout ça, de venir par couche, comme ça, par strate, pour discuter avec les personnes et puis les laisser aussi force de proposition. C'est pas anodin de prêter des objets qui ont servi il y a quelques années, qui ont servi dans le cadre particulier de la création artistique. Et puis, on voulait aussi que les objets viennent aussi d'eux, qu'on trouve ensemble les objets les plus évocateurs de leur trajectoire de vie et de leur trajectoire de compagnie. Donc, cette façon de travailler, je pense, a donné une cohérence importante entre l'exposition et le documentaire. Les deux se font très écho dans l'exposition. Le documentaire donne un éclairage particulier aux objets, c'est-à-dire qu'il est situé dans l'exposition à la fin, mais quand on ressort du film, on regarde, je pense, les objets aussi différemment, puisqu'on les a vus en photo, ou alors les personnes n'en ont pas parlé directement, mais tout d'un coup, je pense que les choses se sont vraiment éclaircies grâce à la parole, grâce à l'image et au témoignage. Je voudrais juste rapidement revenir sur la nature de ces objets qui, parfois, n'avaient pas du tout vocation à être conservés, qui étaient dans l'éphémère, dans l'instantané. On faisait des fois des demandes qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi tel instrument n'existe plus ou tel accessoire d'appel au moment du baratin, pour faire venir le public, voilà. Mais on a eu vraiment toutes les configurations entre des personnes conservatrices, dans le sens où elles avaient archivé, conservé, bien mis à l'abri leurs objets, leurs costumes, et d'autres objets qui étaient plus malmenés, sans jugement aucun, mais qui dormaient dans les caves ou dans les greniers et qui avaient parfois été complètement oubliés. Donc voilà, ça a permis de les faire ressortir aussi. Donc, je veux bien l'image numéro 3. Merci. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à la fin, le corpus qui a pu ressortir. Donc, on a eu au départ beaucoup d'objets 2D, des super photographies, parce qu'on a eu la chance d'avoir des photographes qui ont suivi cette aventure depuis le début, qui nous ont autorisé à utiliser les photos. Mais on a aussi des affiches, leurs premières affiches, fait maison. Et puis, on a, vous voyez, les costumes, les instruments de musique, les accessoires. Tout au fond de la photo à gauche, vous voyez des massues et des cerceaux en bois fait maison. Donc, voilà ce que ça peut donner une fois mis en espace. J'espère que j'ai un petit peu de temps encore. Pour parler d'un premier bilan où j'ai l'impression que cette exposition a vraiment été un laboratoire expérimental pour nous. La question de fond qui nous a poursuivis tout le long, c'était comment intégrer la parole de ces personnes, comment parler, faire ressentir le sensible de ces trajectoires de vie un petit peu hors normes. Comment faire ressentir aussi aux visiteurs un certain souffle de vie dans ces spectacles 40 ans après. Ce sont des spectacles ou des expériences qui étaient encore très présentes, bien sûr, chez ces personnes, qui font aussi partie de leur identité. Je pense c'est leur jeunesse, c'est une période importante où ils ont pris des décisions, où ils ont fait des choix de vie qui les a engagés ensuite pour beaucoup d'années, parfois jusqu'à aujourd'hui, avec par exemple le cirque Pagnozzo. Donc, je n'ai pas présenté, mais la photo à gauche, c'est les éléments de rue des Pagnots devenus le cirque équestre Pagnozzo. Et puis à droite, vous l'avez vu, le cirque Plume, avec un des premiers costumes de Bernard Kudlak, un costume d'Arlequin. Ce qui est important aussi, c'est que ces objets, ces spectacles présentés ont ravivé la mémoire de pas mal de Bisontins qui sont venus visiter l'exposition, de personnes qui ont vécu de près ou de loin cette aventure d'expérimentation des prémices du théâtre de rue.
Donc il y a quelque chose pour moi qui s'est constitué, et en partie via le sensible qu'on a essayé de transmettre, qui concerne cette fois la mémoire collective. Et donc, qui dit mémoire collective dit transmission à une nouvelle génération qui fait aujourd'hui du spectacle de rue ou pas, mais qui comprend que le contexte a beaucoup changé en termes de théâtre de rue, en termes de cirque et bien sûr en termes de société. Donc pour finir, je voudrais parler de 2 points importants en retour d'expérience qui ont eu un impact sur la scénographie. La première est la question du statut que peuvent avoir ces objets. Donc là, ce sont que des prêts, hein. On a fait quand même une exposition, pas qu'avec des objets de musée. Et la question de ces objets qui peuvent être considérés par certains artistes comme des objets morts, ce qui peut paraître encore plus brutal dans une exposition sur le spectacle vivant. Donc, je m'explique, on avait déjà l'expérience du théâtre des Manches à ballet, donc cette acquisition en 2016 avec Jean-René et Daniel Bouvray, où Daniel, elle, avait ressenti un certain malaise à voir ces marionnettes patrimonialisées et encore plus à les voir rentrer sous vitrine. Donc on a eu une réception comme ça un petit peu triste de ces objets animés du théâtre d'objets qui devenaient pour elle des objets inanimés, des objets un petit peu asphyxiés derrière les vitres. Et on a eu ce témoignage-là de plusieurs marionnettistes. Donc c'est vrai qu'au Musée Comtois, on a plus l'habitude de travailler avec des marionnettistes qu'avec des artistes de cirque, mais je pense que ça peut aussi être la même chose. J'ai un petit peu pu comprendre ça aussi, de se retrouver face à son costume, par exemple. Donc c'est un positionnement sensible, hein, c'est un ressenti qu'il faut être capable d'entendre et de comprendre, même si nous, en tant que musée, bien sûr, on a aussi, avec les objets, quelque chose de nouveau à dire, une nouvelle vie qui s'offre à eux. Mais ça a permis, en tout cas pour l'équipe, de garder cette sensibilité en tête et de s'interroger en continu sur notre pratique. Et la scénographe avait aussi bien en tête cet élément-là. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc la scénographie a permis aussi de rendre vivants ces objets de façon différente. On l'avait mis dans la note d'attention. On avait envie que l'esprit de détournement soit présent. L'esprit de détournement qui est aussi cher au saltimbanque. Donc vous voyez à gauche la photo où on a rajouté une chèvre naturalisée en surplomb de la salle, comme ça, que l'on découvre dès qu'on rentre dans l'exposition grâce à ce système de paravent et d'éclairage. On voit sa figure découpée en ombre chinoise par l'arrière. Et donc, les gens sont interpellés par cette chèvre et par cette activité de saltimbanque que pouvaient avoir les pagnots, qui dressaient des chèvres, des moutons, des hamsters savants. Voilà. Donc, l'esprit de détournement se retrouve dans la scénographie. On avait aussi à droite une planche à clous qui était accrochée directement sur le mur en hauteur, donc qui était un peu dirigé sur le public. Donc voilà, il y a une interrogation, une surprise, des rires, voilà, en découvrant cet espace-là. Et puis, je veux bien la photo suivante. La scénographie permet aussi de prendre des objets qui sont issus d'un certain contexte et de leur donner un nouveau sens. Donc ici, on a utilisé un costume de Jean-René Bouvray d'un monsieur loyal qui accueille la partie cirque, qui vient d'un certain spectacle. Et en face, vous voyez à nouveau des ombres chinoises, donc un dispositif de marionnettes qui ont été utilisées par la scénographe et il y a une petite manivelle, une courroie qui permet de faire tourner ces personnages et de faire un peu une danse des personnages de cirque et qui sont issus d'un autre spectacle. Et cette section s'appelait « Le cirque comme un rêve d'enfant ». Donc voilà comment aussi, nous, en partant de nos entretiens, il y a des choses qui nous ont interpellés dans la parole des artistes, qui nous ont paru plus importantes. Et c'était le cas des rêves d'enfants, de ce que ces personnes avaient depuis petit une fascination pour le cirque et le rêve de posséder un jour un chapiteau. Donc voilà un peu aussi comment commence
peut commencer des trajectoires de vie, qu'on l'a retransmis aussi de cette façon. Ce qui peut aussi avoir un impact sur la scénographie, ce sont les rencontres. Donc, je veux bien la photo suivante. Je vais aller très vite là-dessus, mais voilà, c'est des rencontres qui n'ont pas arrêté dans ce projet. Avec ici, vous avez un saltimbanque de Beaubourg, donc la Piazza Beaubourg à Paris, qui était pendant 20 ans la place des saltimbanques. Donc, on a pris contact avec cette personne et il est arrivé très vite. Il vit en Allemagne et il nous a comme ça transmis, prêté cette maquette qui est située dans une valise. Et tout d'un coup, la scénographie s'en est trouvée chamboulée puisque ça condensait tellement tout notre propos qu'on l'a mis en introduction. Donc voilà, il faut faire de la place aussi. On a vraiment le réel qui rentre en force dans l'exposition. Et puis, dernière photo. Voilà, donc pour faire le lien avec Nathalie Petitot, donc en rencontre aussi incroyable qu'on a faite, on a rencontré les descendants de Lucien Janet, qui vivent en Franche-Comté, puisque le cirque Grus-Janet a été créé du côté de Montbéliard. Et donc, on a comme ça pu avoir en prêt cette affiche magnifique des années 30 qui relate l'avant Grus-Janet encore. Et vous voyez des spectacles de dressage de chiens. Lucien Janet est né sur le champ de foire de Montbéliard dans une roulotte en 1901, en 1902, et ses parents avaient une ménagerie exotique et lui se lance dans le dressage de chiens, ce qui va beaucoup se retrouver ensuite dans les débuts du cirque Grus-Janet. Et vous voyez Jean-René Bouvray qui rencontre Arlette Janet, donc la fille de Lucien Janet, qui a été artiste de cirque toute sa vie. Et ces objets sont rentrés comme ça dans l'exposition et ont comblé des moments qu'on avait peu entre le cirque stable qu'on pouvait avoir à Besançon, l'ancien cirque, et le nouveau cirque qui émergeait avec les Pagnozzo et le cirque Plume. On a entre les deux une histoire nationale, le fait qu'on a un cirque de cette envergure-là, qui est aussi né en Franche-Comté. Et voilà, je laisse la parole à Nathalie. Merci. Merci beaucoup Mathilde pour votre présentation. Peut-être juste avant de donner la parole à Nathalie, éventuellement si certains ont eu des réactions, des questions à chaud. Si je peux me permettre, c'est bon, Oui. le son passe. Merci Oui. d'abord Mathilde de cette présentation vraiment, vraiment passionnante. Il y a une chose qui me frappe dans cette effervescence des années 70 concernant les arts de la rue, la naissance de ces cirques qui révolutionnent tout, c'est qu'il faut ne pas oublier que ce sont les années LIP à Besançon, avec aussi l'effervescence, une autre effervescence dans la rue. Et bon, voilà, là, c'est l'historienne qui parle, et je pense qu'il y a des choses. Bon, j'ai relu des mémoires, les mémoires de Piaget, notamment, il y a pas longtemps, mais il faudra à nouveau les relire pour voir. Il me semble qu'il y a des moments où il évoque ça, hein, et je crois que cette effervescence-là, ces deux effervescences-là, je suis persuadée qu'à un moment, elles se rencontrent et qu'elles ont à voir les unes avec les autres. En plus, c'est les mêmes endroits à Besançon. C'est très abordé dans l'exposition en réalité, hein, ce rapport entre revendication de la culture pour tous, la culture dans la rue et les grands mouvements ouvriers qui ont marqué la ville, à savoir la grande grève de la Rodiaceta et l'occupation de l'usine La Rodiaceta et la grève LIP et l'expérience d'autogestion sont aussi reliés par les artistes interviewés dans le documentaire. Hubert Félix Thieffen, qui est aujourd'hui chanteur, a commencé à travailler à l'usine aussi. Et donc, à un moment donné, dans les interviews qui ont été conduites avec lui, il le dit d'ailleurs qu'il y avait des gens qui étaient engagés politiquement, d'autres moins, d'autres artistiquement. Enfin, il y a toutes les nuances, on va dire, qui sont présentes et que forcément, en très peu de temps, on a du mal à faire retranscrire. Mais effectivement, cette histoire sociale, elle est, et politique, elle est vraiment inscrite en toile de fond de cette effervescence artistique et culturelle. Ça, c'est pour me faire regretter encore plus de ne pas avoir vu l'expo.
On pourra vous envoyer aux participants les liens vers le visionnage du documentaire aussi, où vous pouvez retrouver tout le monde. C'est des personnalités extrêmement attachantes et très intéressantes. Eh bien, écoutez, si personne n'a de réaction à chaud, je vous cède la parole, Nathalie, pour… Je vais tenter mon partage d'écran. Je vous Oui. demande donc 2 minutes. J'espère que ça va marcher, mais sinon, vague de partage. Alors là, c'est bon, vous avez le… Oui. Alors simplement, moi, je vous vois plus si je vois Aurélie. Bon. Donc n'hésitez pas du coup à intervenir si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors, je tiens d'abord à vous dire mes plus chaleureux remerciements pour cette invitation qui m'enthousiasme quand je vois tout ce que vous faites, et j'espère qu'on en reparlera. D'autant plus que finalement, je suis très émue, même si c'est virtuellement, de revenir en Franche-Comté ce matin. J'ai eu la chance, il y a 50 ans, je crois, ou à peu près, de voir la crèche Barbizier au musée Comtois qui venait à peine d'ouvrir, car je suis byzantine de naissance, effectivement. Et puis, je suis très heureuse et très émue parce que dans toute votre approche, et c'est vraiment un grand bonheur pour moi, un grand enthousiasme intellectuel, je dirais, pour vous faire l'un des plus beaux compliments qui soit, je crois, c'est que je retrouve dans votre approche tout ce qui a été semé sur la terre des historiens par un autre grand franc-comtois. Vous avez parlé de plein de grands franc-comtois tout à l'heure. Eh bien, il y en a un autre grand qui est Lucien Febvre. Et cette approche que vous avez, c'est celle que m'ont enseigné aussi mes maîtres à l'Université de Franche-Comté dans les années 80, c'est-à-dire effectivement les trajectoires, rentrer dans ces arts vivants par, en effet, l'humain. Et donc, c'est cela maintenant qui marque en effet l'histoire universitaire des arts vivants et plus spécifiquement des arts de la piste. Et donc, merci de cela aussi. C'est la raison pour laquelle je vous dis tout mon enthousiasme. Merci. Alors, comme convenu avec Aurélie, je ferai d'abord une introduction, mais très rapide, bon, parce que c'est des choses que vous connaissez, mais en même temps, si j'ai bien compris, donc la séance peut être visionnée, et donc à fin pédagogique, simplement, je rappellerai donc que le cirque a commencé à cheval, et que donc c'est un paradoxe que de dire aujourd'hui un cirque équestre. Ne prononcez pas ce mot devant Alexis Grus parce que ça le fait bondir. Mais ce qui est très très intéressant effectivement, c'est que le cirque est né de la rencontre des saltimbanques, d'une part, des écuyers voltigeurs, d'autre part, lesquels écuyers venaient souvent de l'armée, mais pas seulement. Ces spectacles équestres avaient de plus en plus de succès dans la rue. Et alors, il y a un grand personnage, et là aussi j'ai édulcoré, je n'ai pas mis beaucoup de diapos, qui a vraiment inventé ce mariage au-delà de la rencontre, donc entre saltimbanque et écuyer voltigeur. C'est l'anglais Philippe Astley qui, donc semble-t-il, en 1768, ouvre véritablement un établissement alors qui ne ressemble pas encore à ce qu'on appelle un cirque aujourd'hui, puisque vous y avez d'une part une piste que vous voyez là, et d'autre part des tribunes qui permettent aux spectateurs d'être à l'abri. Alors, les choses effectivement donc se codifient petit à petit. Et le premier établissement à s'appeler véritablement cirque, c'est celui de Charles Hughes, donc en Angleterre, qui vient Hughes lui aussi en France, où, là encore, en France également, eh bien, Astley fonde donc un établissement au Faubourg du Temple, avec cette fois-ci une structure qui est celle que l'on retrouve dans les cirques du 19e siècle, à la fois donc la piste, les spectateurs autour de la piste, mais vous le voyez dans un système qui ressemble au théâtre, et puis chose qui s'est perdue, mais qui aujourd'hui est recréée précisément
dans la compagnie Alexis Grus, c'est une scène en complément, puisque, alors on le voit, voilà, une autre gravure, c'est à peu près la même, et vous retrouvez donc bien ici ce mariage, hein, des voltigeurs avec les saltimbanques, ces clones, pour reprendre la prononciation d'origine, qui viennent de Shakespeare et que l'on retrouve sur la piste, et qui donnent lieu bien souvent aussi à des pantomimes, d'où l'utilisation de cette scène que vous avez ici. Bon, je passe sur ces différentes images qui montrent véritablement à quel point on est aussi là quand même dans l'univers du théâtre, avec des spectateurs qui se comportent exactement comme au théâtre, on y reviendra. En France, après Astley, le grand nom du cirque, c'est celui des Franconi, qui occupe en fait, donc sur 3 voire 4 générations, occupe véritablement l'univers du cirque, avec ses traditions donc de voltige, mais aussi l'introduction de la haute école, donc de l'art équestre à son plus haut niveau, qui est comme un retour finalement à l'usage du cheval, si je puis dire, dans toutes ses dimensions. Et cela marque donc l'univers artistique de Paris particulièrement, avec ici l'établissement donc des frères Franconi au Faubourg du Temple, donc, et avec cette identification. C'est le seul élément d'ailleurs qui permet les chevaux qui sont ici à ce moment-là d'identifier cet établissement comme un cirque. Ça n'est que progressivement, avec le cirque d'été aux Champs-Élysées, qui a disparu, lui, qu'on a un bâtiment qui, d'extérieur, cette fois-ci, évoque véritablement le cirque d'été, qui trouve son pendant à proximité donc, de la Bastille, sur les faubourgs, le prolongement justement du boulevard du Crime, le cirque d'hiver, qui lui existe toujours et dont on reparlera un instant tout à l'heure. Cirque d'hiver où se produit, comme au cirque d'été d'ailleurs, un grand écuyer, François Baucher, qui, avec donc les Franconi, eh bien, attire un public extrêmement cultivé et huppé sur les gradins de ces cirques en dur du 19e siècle, puisque l'on vient y voir l'art équestre par excellence qui fascine cette aristocratie, et donc cela explique l'immense succès du cirque, qui fait que à travers toute la France se diffusent, se construisent donc ces établissements, dont certains ont survécu. Le cirque de Troyes, par exemple, le cirque de Châlons, bien évidemment, et je pense donc tout particulièrement à la conservatrice qui, je crois, est parmi nous ce matin. Et donc, finalement, chaque ville cherchait à avoir son cirque. On est allé même très loin, on a fait de grandes installations comme l'hippodrome de l'Étoile, qui pouvait accueillir 20 000 spectateurs, préfiguration en quelque sorte d'un autre espace dont on n'aura pas le temps de parler, qui est celui du Wild West Show de Buffalo Bill. Alors, ce cirque, c'est véritablement un espace culturel qui fascine, comme les frères Goncourt, qui disent que finalement le seul théâtre qui les passionne, et Théophile Gautier dit exactement la même chose, c'est le cirque, parce que, souligne-t-il, les seuls acteurs dont le talent soit incontestable, absolu comme les mathématiques, ou mieux encore comme le saut périlleux, car en cela, il n'y a pas de faux semblant de talent, où on tombe, ou on ne tombe pas, et voilà qui résume finalement les raisons pour lesquelles un public cultivé très large est fasciné par cet univers du cirque. Mais cet univers du cirque qui est en fait sans cesse conquérant, on le voit très bien avec le cirque Fernando, qui, alors c'est extrêmement intéressant parce qu'à Paris, le cirque Fernando a d'abord été un cirque ambulant, et son succès a été tel qu'il est devenu un cirque en dur. Là, sur le boulevard de Rochechouart, près de Montmartre, et le cirque Medrano est vraiment celui où les grands noms du cirque du XXe siècle se sont
exprimée, si je puis dire. Mais n'oublions pas qu'en parallèle vient petit à petit la relève des cirques ambulants ou la concurrence, hein, avec le célèbre cirque Boutor. Je pense que ce tableau est très connu de tous les historiens des arts de la piste. Il est extrêmement émouvant parce que il retrace une installation qui date de 1830, hein, avec cette structure dite en parapluie, hein, et avec un tour en bois et un abri en toile. Et cela, bien évidemment, est encore renouvelé quand viennent les grandes structures inspirées, mais je n'ai pas le temps de le développer, des cirques américains. Voilà donc les Bouglione qui ont copié Buffalo Bill avec le stade Buffalo Bill en 1928. Vous avez ici les dessins des très célèbres sœurs Vesque, dont le fond est déposé au MUSEM, et ces sœurs ont à la fois écrit et dessiné sur cet univers du cirque et nous ont donc donné de multiples témoignages. Le summum étant bien évidemment les grandes structures américaines qui font revenir, et c'est ça qui est intéressant, les arts du cirque dans la rue, hein, et qui montrent que finalement il n'y a jamais eu de rupture complète, hein, entre les origines de ces saltimbanques que Astley fait rentrer dans le cirque et puis ces arts de la rue que l'on retrouve ici. Alors, voilà pour ce tableau à grands traits. Les méthodes et les sources d'approche de cette histoire du cirque, eh bien, d'abord, invitent à relever que l'historiographie du cirque a finalement été longtemps repliée sur elle-même, avec un champ très dominé par les érudits et les collectionneurs. Ce sont les acteurs du cirque ou les fascinés par le cirque qui écrivent, comme ici Serge, l'histoire du cirque, ou bien, pardon, je croyais que j'avais une autre diapo. Et donc, on retrouve là exactement un processus que j'ai par ailleurs observé en faisant l'historiographie du Premier Empire. Hein, finalement, l'historiographie a du mal à se sortir de certaines contraintes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cela. Je crois qu'en matière d'approche de l'histoire du cirque, il y a eu des renouvellements, avec notamment l'impact du bicentenaire, de l'arrivée du cirque en France, puisque on dit que Astley arrive en France en 1774. En 1974, il y a donc un bicentenaire, et cela ouvre la voie avec la publication du Grand Livre du cirque, des travaux de Dominique Jandot, une histoire internationale du cirque, qui avec plus tard l'année des arts du cirque, donne libre cours aussi aux éditions de différents ouvrages de Pascal Jacob, avec notamment son histoire du cirque, qui a d'ailleurs, sans le dire, je crois très clairement, repris une affiche qui est celle de Dédé Grus, le clown Dédé, l'un des membres du trio Grus-Janet, le père d'Alexis Grus, Dédé Grus étant le père d'Alexis Grus Junior, dont nous reparlerons tout à l'heure. En même temps, il faut bien voir que le renouvellement de l'histoire du cirque est passé par tout de même plein de voies dont on parle peut-être un peu moins. Celle de l'architecture, avec les travaux de Christian Dupavillon, celle des politiques culturelles, et il faut en la matière lire tous les témoignages de Robert Abirached, celle aussi, ne l'oublions pas, de l'histoire du cheval, et Caroline Hodac, qui a fait sa thèse sur, en réalité, les Franconies, en bénéficiant des archives, est une élève
de Daniel Roche, lequel Daniel Roche, vous le savez, est le grand historien du cheval. Et puis, bien évidemment, la boucle, en quelque sorte, est bouclée grâce à Philippe Goudard. Pourquoi boucle bouclée? Parce que Philippe Goudard a été un élève de la première promotion de l'école du cirque fondée par Alexis Grus. Et donc, Philippe Goudard eh bien, est devenu alors non pas historien, mais professeur donc de ce qu'on appelle à l'université la 18e section, c'est-à-dire effectivement tout l'univers artistique. Et Philippe Goudard a fait énormément pour faire rentrer les arts de la piste à l'université. Mais en matière d'histoire, vous l'avez très bien démontré, Mathilde, et je vous en remercie, l'important, c'est d'avoir des sources. Et eh bien, pour ce qui est des cirques, vous évoquiez tout à l'heure des photos qui vous sont arrivées bien rangées. Eh bien, voilà l'état dans lequel j'ai trouvé les archives de la compagnie Alexis Grus dans ce dont je reparlerai tout à l'heure, le château du cirque à Piolinc en Vaucluse. Bon, bien évidemment, tout cela manifeste que une compagnie comme celle-là n'a pas le temps de s'occuper de ces archives. Vous observez là néanmoins que ce sont les archives les plus récentes et que pour les archives les plus anciennes, alors autant pour moi, j'ai été un peu prise par le temps et j'ai oublié de vous montrer également des valises qu'Alexis Grus a rapportées du dépôt dans lequel se trouvait la roulotte de ses parents dans laquelle se trouvaient enfermés des malles d'archives. Et il m'a ouvert ces malles il y a 2 ans, malles d'archives qui en réalité comprenaient donc là certes des photos, mais que j'avais déjà vues par ailleurs, et puis surtout un carnet de voyageurs du côté de sa mère qui renvoie à une autre histoire, mais qui permet en effet de travailler sur une véritable trajectoire sur laquelle j'ai publié par ailleurs, mais je n'y reviendrai pas ce matin. Alors, néanmoins, ces fonds sont précieux parce que, par exemple, ils renferment des photocopies d'actes d'état civil qui montrent, par exemple, que Charles Grus, le fondateur de la dynastie, est décédé non loin de ses terres natales qui se trouvaient en Lorraine, dans la Haute-Saône. Ces fonds d'archives contiennent aussi un peu de correspondance, pas autant que je l'aurais voulu, bien évidemment, avec ici, par exemple, un membre de la famille Jean Richard. Il n'est pas possible que ce soit Jean Richard lui-même, puisque la lettre est datée de 2002, alors que Jean Richard est décédé en 2001. Bon, voilà, mais qui donne des impressions sur le spectacle qui avait eu lieu cette année-là, qui était Cheval et musique sur tous les airs. Et enfin, il y a dans ces archives de la compagnie Alexis Grus des enquêtes auprès de la clientèle qui donc sont absolument passionnantes et que je suis en train d'exploiter. Vous le voyez, ces enquêtes sont manuscrites. Les spectateurs étaient priés de remplir, s'ils le voulaient, donc un petit formulaire qu'ils mettaient dans une boîte à la sortie du chapiteau. Maintenant, tout cela déjà n'existe plus, puisque tout se passe sur les réseaux sociaux, et donc tout cela renvoie aux pratiques de l'historien à partir des réseaux sociaux. Sources écrites donc, mais aussi sources orales. Vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, Mathilde, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est alors cet objet qui était donc l'enseigne du cirque Grus qui se trouvait dans la salle musée établie à Piolinc où les Grus se sont sédentarisés et donc qui imite un orgue de barbarie avec cette enseigne Grus Ricono 1854. Et donc Alexis Grus aujourd'hui encore passe son temps à raconter que son cirque a été fondé en 1854. Alors c'est sans doute vrai si l'on renvoie à une branche de la famille qui est Ricono,
mais c'est absolument faux si l'on renvoie à la branche de la famille Grus, puisque ça ne correspond absolument pas, ne serait-ce qu'en prenant en compte l'état civil, justement, de ses membres. Et en même temps, ce légendaire familial est extrêmement intéressant, parce que cette date de 1854, et je n'ai toujours pas réussi à trouver pourquoi, on la retrouve presque dans toutes les mythologies familiales des grandes familles de cirque. Donc ça, voilà. Donc chacun, du coup, s'y rattache, mais je n'ai toujours pas réussi à savoir pour quelle grande famille la date était véritable. Alors, bien évidemment, les sources de l'historien, ce sont aussi les mémoires. Ici, parmi les plus célèbres, Firmin Bouglione, par exemple, qui est le beau-père d'Alexis Grus Jr., dont nous reparlerons tout à l'heure, ou bien Jérôme Medrano, qui avait repris en main ce cirque du boulevard Rochechouart dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors bien évidemment, dans l'univers de la famille Alexis Grus, on a bien compris l'intérêt de l'écrit, ne serait-ce que parce que, bon, j'y reviendrai, Alexis Grus est rentré dans le monde du spectacle par plein de portes, si je puis dire, avec tout récemment le dictionnaire de ma vie d'Alexis Grus, que je n'ai toujours pas ouvert parce qu'il est quelque part perdu dans les chemins de la poste entre le chapiteau de la compagnie et mon domicile. Mais vous le voyez, il y a eu donc de nombreux ouvrages qui reprennent les témoignages de la vie d'Alexis Grus. Mais au-delà, dans les sources imprimées, bien évidemment, et je ne vous apprendrai rien, les coupures de presse sont extrêmement intéressantes et alors c'est à la fois un avantage et une déception. Oui, les archives d'une compagnie comme celle comme la compagnie Alexis Grus sont pleines sont avant tout, je dirais, constituées de ces coupures de presse que par ailleurs, grâce notamment à Retro News et le merveilleux site de la BNF, on peut assez aisément retrouver. Donc ça fait un petit peu double emploi, mais au-delà, eh bien, l'existence même de ces coupures de presse témoigne, vous le voyez, elles étaient en plus très soigneusement archivées, hein, collées sur des feuilles A4 avec l'identification, le journal Rhône-Alpes, mercredi 23 avril 86. Ça veut dire qu'il y avait quand même un personnel qui était employé pour retenir très soigneusement ces coupures de presse. Ces sources imprimées, ce sont aussi celles qui contiennent les programmes, sommaires au début, de plus en plus élaborés. Hein, maintenant, les programmes donc contiennent des textes de plus en plus importants, avec déjà, vous le voyez, en 99, un rappel, c'est-à-dire que les programmes, eh bien, retracent déjà l'histoire de la compagnie, de cette compagnie qui, sous le nom d'Alexis Grus, ne commence qu'en 1974, au moment du bicentenaire, on y reviendra. Et puis, bien sûr, les affiches, qui sont en elles-mêmes extrêmement révélatrices, celles donc des équestriens, qui remet en scène justement tous les accessoires des spectacles de la piste. Et puis voici donc ici l'affiche originelle qu'a utilisée Pascal Jacob pour son livre. Alors, après, les affiches plus récentes peuvent parfois être finalement un peu plus décevantes. Comment dire, graphiquement, celle-ci qui est très récente, qui date d'il y a 3 ans, hein, est quand même peut-être plus décevante que celle-ci, mais bon, c'est ainsi. Enfin, bien évidemment, et vous n'en serez pas étonné compte tenu de ce que Mathilde a dit, les fonds photographiques sont extrêmement riches. Et je reviendrai sur le commentaire de certaines de ces photos un petit peu plus loin. Hein, encore une fois, les valises que j'ai retrouvées sont donc pleines de cela, avec beaucoup de doublons, il faut bien le reconnaître. Alors, les éléments de résultat, et du coup, j'ai oublié un petit peu de regarder l'heure, je pense qu'il me reste 10 minutes. C'est bon, Aurélie. Les éléments de résultat concernant la compagnie Alexis Grus,
eh bien, effectivement, aux origines, c'est l'affirmation d'une dynastie qui fonctionne exactement comme une noblesse. Au point de départ, j'ai fait ma thèse avec le professeur Claude Brelot, qui a longtemps enseigné à Besançon, et une thèse que j'ai consacrée à la noblesse d'Empire. Un beau jour, quand j'étais à l'université d'Avignon, vice-présidente de cette université, modestement cavalière par ailleurs, je me trouve en charge d'accueillir un spectacle prévu pour un after-work, c'est très à la mode les after-work, qui était un petit bout de spectacle de la compagnie Alexis Grus, qui précisément était à quelques dizaines de kilomètres d'Avignon, à Piolinc, à côté d'Orange. Et Alexis Grus ouvre son spectacle en racontant l'histoire de sa famille. Et aussitôt m'est venue en mémoire cette phrase de Marc Bloch, les noblesses vivent de leur mémoire. Et dans l'univers du cirque, bien évidemment, en effet, la mémoire orale est très soigneusement entretenue au risque des erreurs que j'ai mentionnées tout à l'heure. Alors voilà par exemple la deuxième génération qui fait alliance avec les Ricono dont je parlais tout à l'heure. Et je ne commenterai pas, rassurez-vous, en détail ce tableau généalogique. Simplement, j'ai voulu, voilà grosso modo en jaune, la généalogie qui conduit donc à la compagnie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui avec Alexis et Gypsy, avec leurs 3 enfants, puisque Armand est décédé, et les petits-enfants, l'ultime génération, Gloria et Vénitia, les enfants, les petites filles de Maude Grus sont désormais en piste, et donc la généalogie se fait comme ceci, mais ce qui est extrêmement intéressant, avec ces flèches oranges, j'ai voulu, pour le dire trop vite, pardonnez-moi, souligner ce que les ethnologues appelleraient des renchaînements d'alliances, qui sont des processus extrêmement caractéristiques d'un univers aristocratique qui est extrêmement replié sur lui-même. Et plus j'ai construit cet arbre généalogique, plus je me suis rendu compte effectivement qu'on est véritablement dans une dynastie véritablement nobiliaire. Alors, une dynastie qui est allée qui a commencé avec l'itinérance traditionnelle. Voilà l'enseigne Grus Ricono à Fleurier vers 1905, et c'est là la toute première photo que l'on ait du chapiteau Grus Ricono qui se trouve donc ici. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit ici, bien évidemment, sur un champ de foire, ce qui était un champ de foire et de foire foraine, de fête foraine, ce qui était extrêmement classique. Mais bientôt, les frères et cousins se trouvent engagés justement dans cet univers des cirques parisiens, puisque vous avez ici Alexis Grus senior, Philippe Ricono, son cousin, et André Grus, donc le frère de Alexis et le père d'Alexis Junior, dont nous reparlerons. Et donc, durant la guerre notamment, il brille sur les scènes parisiennes avant, en effet, la rencontre avec Lucien Janet et le lancement de ce cirque Grus Janet, dont les quartiers d'hiver se trouvaient à l'Île-sur-le-Doubs. Alors là, je n'ai pas pu savoir si la photo est de 47 ou de 48, mais en tout cas, voilà un des premiers chapiteaux. Et donc, sous ce chapiteau se produisait la dame dont Mathilde a montré tout à l'heure la photo, c'est-à-dire Arlette Janet, qui se prénommait par hasard comme Arlette Grus, la fille aînée d'Alexis Grus senior. Très vite, d'ailleurs, ce cirque Grus Janet entre dans une nouvelle aventure qui est celle du radio-circus, ce qui fait que le nom de Grus a très vite disparu. Le nom de Grus, dans ces années-là, il n'a guère été célèbre que justement dans l'Est de la France, parce qu'il est effacé ensuite derrière le succès du radio-circus. Mais le célèbre radio-circus, c'est le chapiteau Grus Janet, mais un chapiteau dont vous voyez qu'il a considérablement grossi,
hein, puisque, alors là, vous avez sans doute peut-être le chapiteau des écuries et ici du spectacle. Et sous ce chapiteau, eh bien, la nouvelle génération commence à se produire. Voici Alexis Grus Junior, hein, donc celui dont je reparlerai, fils de Dédé, avec sa sœur Isabelle, dans leur premier pas de deux. On est ici en 1956, et donc Alexis, qui est ici et qui est né en 1944, a donc 12 ans. Hein, voilà effectivement cette tradition des enfants de la balle. Le même Alexis, donc quelques années plus tard, qui se marie, et ça c'est extrêmement intéressant, hein, avec donc Gypsy Bouglione, et vous retrouvez ici en arrière-plan le cirque d'hiver dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque le cirque d'hiver est devenu en 1934, sauf erreur de ma part, la propriété de la famille Bouglione, et dans la plus pure tradition, effectivement, le mariage, les mariés sortent donc sur des éléphants, les éléphants étant les seuls animaux exotiques qui aient été produits sous le chapiteau d'Alexis Grus, à l'exception pendant quelques années également d'un tigre que sa sœur Bella, que vous avez ici, présentait en totale liberté, en laisse et sans jamais de cage. Alors, avec le mariage avec Gypsy, Alexis repart sur les routes et tente de fonder son propre chapiteau. Le nom de Grus, encore une fois, n'est pas connu, donc là, on s'appelle la Piste d'Or en 1972, hein, et on est ici très certainement aussi dans une commune franc-comtoise, mais que je n'ai pas bien identifiée. Et puis alors le moment essentiel, et là c'est la seule photo dont on dispose, c'est 1974. 1974, c'est le bicentenaire. Sylvia Montfort, au carré Montfort qu'elle a donc installé au Marais rue de Torigny, monte une exposition sur le bicentenaire de l'histoire du cirque, et l'exposition marche tellement bien qu'elle voudrait eh bien, passer aux travaux pratiques, si je puis dire, et montrer les arts traditionnels de la piste sous un chapiteau. Par des tribulations dont je vous fais grâce du détail, elle rencontre Alexis Grus, qui relève le défi et accepte d'installer son chapiteau en face du carré Sylvia Montfort, dans la cour de ce qui est aujourd'hui le musée Picasso. Donc il a retaillé son chapiteau, hein, vous ne verrez jamais de... Enfin voilà, il était complètement de guingois pour qu'il tienne dans cette cour. C'est de vous dire qu'on est vraiment là dans un univers de saltimbanque, effectivement, toujours prêt à s'adapter, et ça a été un immense succès, parce que, et donc voilà, ici, 2 ou 3 années plus tard, dans le gala des arts de la piste, dans le gala des artistes, pardon, Alexis Grus qui se produit avec Sylvia Montfort himself, Sylvia ici dans le public qui dit tous ses applaudissements pour donc les Grus en piste, lesquels, alors la voilà ici dans les coulisses, si je puis dire, avec notamment Stéphane Grus dont on reparlera, Gypsy ici, et Armand, qui meurt à l'âge de 20 ans ou à peu près, et qui donc a disparu de la piste. Alors, c'est le succès parce que c'est le retour aux arts traditionnels de la piste, avec une seule famille qui fait le spectacle à elle toute seule, et vous retrouvez ici Dédé Grus en clown. C'était vraiment un très grand Auguste, donc un très célèbre Auguste dans ces années-là. Et donc c'est véritablement Alexis Grus qui a fait renaître le cirque des origines, mais en comprenant donc cirque des origines avec ses tableaux que portait particulièrement la sœur cadette d'Alexis, à savoir Martine, que l'on voit ici au départ d'un exercice extrêmement traditionnel dont je reparlerai tout à l'heure, à savoir la poste. Et donc ce succès tient en effet au fait qu'Alexis a compris qu'il faut revenir aux arts de la piste des origines dans leur version épurée, c'est-à-dire en éliminant un peu tout ce qui s'était greffé sur ces arts de la piste, notamment dans l'entre-deux-guerres, et en étant attentif aussi
à tous ces autres arts. Tout à l'heure, Mathilde, vous évoquiez la façon dont le cirque plume s'est marié avec le théâtre, avec la musique, etc. Eh bien, cela aussi, Alexis l'a très bien compris, par sa rencontre avec cette grande dame de théâtre, Sylvia Montfort. Mais avant même cela, il y a eu un hiver où la compagnie Alexis Grus avait pris ses quartiers d'hiver non loin de la cartoucherie et où Alexis allait donc écouter presque clandestinement ce que faisait Ariane Mouchkine. Donc Alexis a véritablement réinventé les arts du cirque et le cirque des origines sous la protection d'abord de Sylvia Montfort. Et quand Sylvia Montfort s'installe dans le théâtre de la Gaîté, elle installe le chapiteau Grus en face de chez elle, au square Émile Chautemps. Et puis, quand on inaugure Beaubourg, eh bien, on installe le chapiteau Grus sur le parvis de Beaubourg pour attirer, sans doute, et pour attirer donc le public, pour montrer cette volonté de continuité entre les arts traditionnels et les arts nouveaux. Alors, 2 années de suite, le chapiteau a été installé devant Beaubourg, ce qui fait que je ne sais pas si cette photo date de 77 ou de 78. Hein, donc, il y a là effectivement une confrontation tout à fait insolite. Et le succès est tel que la compagnie repart sur les routes, avec, par exemple ici, la photo de ce succès à Berlin. Et donc, cette fois-ci, eh bien, il n'y a pas uniquement les membres de la famille. Certes, vous avez ici Alexis, Gypsy, Patrick, le frère d'Alexis, mais vous avez ici les membres de l'école de cirque d'Alexis qui enrichissent la compagnie. On continue sur les routes et Alexis Grus fait une chose absolument inimaginable, c'est-à-dire qu'il installe son chapiteau en plein cœur de Venise. Et vous avez là donc des photos absolument extraordinaires. Ça ne s'était jamais vu et ça ne s'est, je crois, sans doute jamais revu depuis. Tant et si bien qu'en 1982, Jack Lang crée une structure et un statut de cirque national, lequel statut revêt bien évidemment en premier lieu le cirque Alexis Grus. Ce statut de cirque national aurait pu revêtir un autre cirque, mais les choses ont été complexes. En tout cas, voilà, ici, alors cette fois-ci, la famille au complet, Alexis, son fils aîné Stéphane, Gypsy, Armand, Firmin et Maude, que vous avez vu tout à l'heure sur l'arbre généalogique. La reconnaissance est nationale, et voici ici Jack Lang qui remet l'insigne du chevalier des arts et lettres sous l'œil admiratif de Stéphane et d'Armand. Donc on continue à se déplacer dans toute la France avec cette installation extrêmement symbolique dans les arènes de Nîmes ou bien sur l'esplanade des Quinconces à Bordeaux. Le problème, c'est que le statut de cirque national n'a eu qu'un temps et que quand il est supprimé, eh bien, les temps sont un petit peu difficiles pour Alexis Grus. Et pourtant eh bien, il parvient à se remettre en selle, notamment grâce, entre autres, pas seulement, mais entre autres, eh bien, grâce à cet itinéraire d'un enfant gâté que vous avez tous en tête, qu'on a revu au moment des décès de Belmondo. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du début du film, qui commence sous un chapiteau, puisque Sam Lyon a grandi dans un cirque. Et qui incarne Sam Lyon? Eh bien, Firmin pour les premières années de Sam, puis Armand pour la suite, puis Stéphane au moment où Sam Lyon a son accident. Et dans le film, vous avez notamment Firmin qui est, alors ça c'est un très grand classique aussi de l'univers du cirque, les enfants effectivement donnent à voir un numéro doigt dressé. Autre art de se remettre en selle, eh bien, celui de rentrer dans le Festival d'Avignon. En 1989, Alexis Grus est le seul à proposer un spectacle qui fait référence à la Révolution française dans le Festival d'Avignon. Et l'organisateur du festival avait eu vent de ce que, effectivement, à Paris, Alexis Grus avait fait un spectacle autour de cela. Et du coup,
eh bien, effectivement, Alexis Grus s'est produit à Avignon, dans ce qui est encore aujourd'hui un lieu du festival IN, la cour de l'archevêché, et en ayant remis, rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous retrouvez ici l'enseigne Cirque Grus, à l'image du Cirque Grus Récono que je vous ai montré antérieurement, et avec ici, sur le portail de l'archevêché, ce cheval extrêmement symbolique qui évoque donc ceux qui sont à l'entrée du cirque d'hiver, par exemple. Alors, Alexis Grus invente sans arrêt. Il invente par exemple ce théâtre hippique, qui est, vous retrouvez en fait une structure en parapluie avec en fait un seul mât, et qui permettait donc de dresser très très rapidement le chapiteau, et qui permettait donc de se réinstaller au cœur des villes sans rien abîmer. Parce que, et ça c'est un autre aspect, je n'ai pas le temps de le développer, mais bien évidemment les cirques itinérants sont devenus de moins en moins compatibles dans, en tout cas, ces structures imposantes, avec notamment des écuries. Vous avez ici les écuries, là les loges des artistes, et donc c'est devenu de plus en plus difficile d'installer ces structures en ville. Alexis Grus invente sans cesse, et ça c'est vraiment sa particularité, c'est-à-dire lutter en permanence contre ce qui plombe finalement cet univers du cirque. Et Alexis Grus également a toujours considéré que le voyage, quand on pense cirque, on pense voyage, on peut même penser ce qu'on appelle ville d'un jour et installation nouvelle sans cesse. C'est contre-productif pour la création artistique, et en 1994, il sédentarise sa compagnie pour l'été au château du cirque à Piolinck, au château de Crochamps, où on accueille un public devant les répétitions, comme ici, mais à force, et de façon provocatrice, j'ai intitulé cette diapo « Ne pas appeler plus jamais cirque », parce que toutes les polémiques autour de la présence effectivement des animaux sauvages dans les cirques a jeté le discrédit sur, y compris des pistes comme celle d'Alexis, et de ce fait, petit à petit, le mot cirque n'apparaît plus. Et donc c'est tout le contraste. Alexis Grus ne veut plus qu'on parle de cirque, qu'on l'appelle cirque. Et regardez cette photo d'un spectacle qui a eu un immense succès, cette affiche, pardon, Pégase et Icare. Le mot cirque n'apparaît pas, même si le mot compagnie n'apparaît pas encore non plus, mais vous avez juste Alexis Grus. Et quand les reines de l'entreprise sont passées de la génération d'Alexis à celle de Firmin, Stéphane et Maude, cette fois-ci, le mot compagnie apparaît, et on invente le concept des folies Grus, où on accueille le public dans un pré-show, puis dans un after-show. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Cette compagnie, plus que jamais aujourd'hui, elle s'acharne donc à rester fondée sur la transmission des valeurs. Et vous avez ici quelques photos familiales, où on voit là Firmin qui entraîne sa nièce, Gloria, fille de Maude. Ici, Maude avec sa fille cadette, Venezia, et transmission pour préserver le répertoire originel en le réinventant sans cesse. En le réinventant ici, par exemple, aux équestriades, c'est-à-dire l'utilisation du spectacle, de l'espace du théâtre antique d'Orange pour présenter donc un spectacle. Et voici donc ici le début du numéro de la Poste, qu'avait fait antérieurement donc la tante de Firmin, Martine. Martine étant la première femme à avoir fait ce numéro de la Poste, qui consiste à faire arriver petit à petit les chevaux que mène l'écuyer jockey qui se trouve ici. C'est absolument spectaculaire. Voici Maude à l'entraînement de la Poste, avec cette photo prise par un drone, qui est tout à fait spectaculaire. Et ce patrimoine, ce patrimoine des arts de la piste, c'est celui, et là je passerai très très vite, juste pour vous donner l'envie d'aller voir les Folies Grus à Paris, c'est les jockeys, ici Firmin et Stéphane, ici Firmin, Stéphane et les fils aînés de Stéphane, deux jumeaux, Charles et Alexandre.
Stéphane, toujours montant, hein, le numéro des jockeys consistant à monter donc debout sur le cheval en pleine course. Voici les jumeaux qui sont dans un numéro de jonglage. Là encore, conservation des traditions, puisque les Grusses, c'est l'art équestre, Gypsy, et les Bouglione, c'est entre autres, mais Gypsy Grusse surtout, c'est l'art du jonglage. Les deux se sont mariés avec des numéros de jonglage à cheval au galop qui sont absolument uniques. Et puis, c'est la conservation des numéros traditionnels de l'écuyère à panneau, avec ici toujours Maude, et bien évidemment, la haute école avec Alexis, avec Gypsy, et là, c'est quand précisément la compagnie était venue dans la cour de l'Université d'Avignon, ici Firmin et sa sœur. Autre discipline, le travail en liberté, avec Alexis, et bien évidemment, les disciplines saltimbanques de Maude sur le fil, dans les Folies Grusses ici, ou de l'échelle libre, Firmin est recordman de l'échelle libre d'ailleurs, avec enfin l'invention de numéros totalement inédits, Firmin, avec son épouse Svetlana, qui, elle, vient de la compagnie des Farfadets, qui était une compagnie aérienne, et ce tableau est dans un numéro qui mêle à la fois le recours aux chevaux et au spectacle aérien. On est ici avec la dernière génération, l'épouse, toute jeune épouse d'Alexandre Grusse, hein, donc la dernière génération, ou plutôt l'avant-dernière, puisque Alexandre et son épouse Olivia ont déjà 2 enfants, mais qui, eux, sont trop jeunes pour être sur la piste. Donc oui, véritablement, cette compagnie, eh bien, elle a su, et c'est ça qui est extrêmement important, se réinventer en permanence. Avec ce paradoxe, c'est-à-dire qu'Alexis adore parler de son passé, et puis en même temps, tu vas terminer la conversation en vous disant « mais moi, ce n'est pas le passé qui m'intéresse, c'est l'avenir ». Et je crois que ça résume tout, parce que les réinventions, et c'est vrai qu'Alexis n'aime pas ce terme de réinvention, mais tant pis, je l'emploie, les réinventions, elles sont quand même permanentes, parce que, vous le voyez bien, ils mettent à profit un patrimoine, mais en sachant en permanence donc proposer des choses nouvelles. Il y aurait beaucoup à dire, par exemple, justement, sur le spectacle des Folies Grusses. Pardonnez-moi, j'étais un peu trop longue. Merci Nathalie. Alors écoutez, c'était vraiment passionnant. Finalement, au travers de cette trajectoire, oui, il y a toute cette réinvention des traditions, la question de la transmission des valeurs aussi qui apparaît beaucoup, et puis cette inscription dans un temps long. Et peut-être moi, j'aurais juste ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans cette histoire qui est finalement assez intime, mais en même temps un peu universelle, c'est qu'on retrouve une évolution des modes de pensée, de la société, une histoire des mentalités qui évolue, une appréhension aussi de l'univers du divertissement qui mute. Alors moi, ce qui m'a absolument fascinée, c'est cette, derrière l'imaginaire du cirque, qui est quand même un imaginaire qui reste fondamentalement populaire. On vous avait très bien montré ces stratégies dynastiques, extrêmement aristocratiques, et on voit d'ailleurs cette exigence d'une forme d'élite équestre qui crée aussi des spectacles voilà, de très haute volée. Et moi, ce que j'aurais aimé vous poser peut-être comme question, c'était est-ce que la compagnie aujourd'hui, en tout cas les plus jeunes générations, ressentent une évolution liée à la numérisation de la société? Je vais le dire un peu rapidement comme ça, parce qu'on voit que les modes de vivre ensemble, de faire culture ensemble aussi, ont été beaucoup mis à mal depuis la pandémie. On le voit aussi dans nos musées, les pratiques, il y a une reprise, mais en même temps, il y a quand même des décrochements. Donc, est-ce que dans cet univers justement du cirque, qui se réclame d'une certaine manière à l'ancienne, mais aussi voilà, créateur d'avenir, est-ce que ce sont des sujets qui traversent la compagnie? Oui, bien évidemment. Alors, première chose, pendant très longtemps, il y a un fort contraste. Bartabas, chaque année, publiait donc une vidéo de ses spectacles. Alexis Grusse s'y est toujours refusé.
Là, avec donc Firmin qui a repris les rênes de l'entreprise, vous avez peut-être remarqué que la compagnie est un peu plus présente sur nos écrans de télévision et il y a un documentaire qui va sortir très bientôt sur la compagnie. Deuxièmement, bien évidemment qu'avec la génération de Firmin, Stéphane et plus encore ensuite Charles et Alexandre, les enfants de Stéphane, il y a une appropriation bien évidemment des réseaux sociaux et une compréhension de ce que la communication concernant la compagnie passe par ce biais-là. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, comment dire, je pense qu'ils sont tous dans le refus de l'idée de ne plus exister que par écran interposé. Ça, c'est quelque chose, même s'ils sont de leur temps, hein, et bon, j'ai pas eu le temps de tout développer, mais Charles et Alexandre, par exemple, ont introduit la musique rock sur la scène. Hein, donc, ils sont vraiment de leur temps. Mais pour eux, voilà, le spectacle vivant doit rester vivant. Preuve en est, par exemple, qu'ils s'accrochent au fait d'avoir de la musique live, hein, avec y compris la chanteuse Candice Paris, qui est celle qui a chanté la chanson France le 14 juillet sur la place de la Concorde. Et donc, ils ont toujours eu, en tout cas à Paris, pas à Piolinc, mais à Paris, un orchestre, et donc tous leurs spectacles sont en musique vivante en fait. Et ça, c'est vraiment la preuve de leur volonté de résister à cela. Et donc, ils veulent surtout ne pas être mangés par la numérisation de la société, en effet. Je vais peut-être inviter les participants encore présents. Je sais que le temps est limité. D'ailleurs, je ne sais pas si on va être éjecté de la réunion, François. J'espère que non, non, ça va. Parce qu'on pourrait, on pourrait rester en bonne compagnie, je pense, assez longtemps. Est-ce que certains d'entre vous auraient des témoignages, des retours, des questions à faire partager? Oui, bonjour à tous. Je vais peut-être juste prendre la parole quelques instants pour vous saluer, vous remercier beaucoup de vos propos aux unes et aux autres, puisque je suis très nouvelle dans le monde du cirque et je suis avec une enfant malade aujourd'hui. Je suis désolée, qui vient vous saluer. C'est le folklore des visios que l'on connaît depuis longtemps. Et je travaille, comme vous le savez, à la création d'un musée des arts du cirque. Vous en avez, par des biais différents, entendu parler. Je ne sais pas exactement si c'est Pascal Jacob, si c'est moi directement, Aurélie, puisque on a visité ensemble l'Expo Saltimbanque. Moi, j'ai eu la chance de la voir le documentaire, me poser beaucoup de questions, et vos propos, Mathilde, ont beaucoup résonné avec toutes les questions que je me pose et ce rapport aux objets, puisque dans la création d'un musée, on va beaucoup penser au rapport aux objets. Et donc, votre retour des artistes, des familles qui regrettaient de voir une dimension mortifère à la présentation des objets sous vitrine, les notions de patrimonialisation que vous avez employées, les histoires absolument incroyables que vous retracez les uns les autres, et donc ces notions de mémoire, de patrimonialisation et d'histoire que vous manipulez, et que vous manipulez dans le cadre de cette rencontre d'un jeudi de la FEMS, donc de la Fédération des écomusées et des musées de société, alors même que le musée des arts du cirque aura peut-être l'ambition d'être un musée des beaux-arts. Et cette rencontre finalement des différentes disciplines, cette anthropologie des arts que l'on propose, c'est vraiment rempli d'énormément de défis, et je me nourris à chaque fois de vos connaissances, de vos expériences, puisque vous avez une connaissance de première main de tous ces gens du cirque qui doivent faire partie aussi, qui doivent se retrouver totalement dans le futur musée des arts du cirque, donc pour lequel je suis en train de rédiger un PSC qui est vraiment un outil de pilotage, hein, comme on le sait. Donc on aura par chance la possibilité, après la rédaction de ce PSC, d'approfondir les choses. Mais en tout cas, c'est peut-être ça la question que j'ai à vous poser finalement.
est-ce qu'un musée des arts du cirque doit absolument être un musée de société? Ou toute la dimension beaux-arts, je vous fais grâce de tous les défis actuels et de toutes les questions qui se posent, mais en tout cas, il y aurait vraiment une partie importante qui pourrait s'articuler justement autour du regard des artistes visuels sur le cirque, et pas uniquement dans la dimension iconographique, également dans l'esprit du cirque dont ils se sont nourris. Donc c'est à ce niveau-là que je parle d'un musée des beaux-arts. Autrement, évidemment, toute l'histoire qui doit être racontée et la manière dont on peut la raconter, on retombe plus ou moins dans l'idée d'un musée de société. Mais donc c'est plutôt ça. Est-ce que vous pensez que les deux sont compatibles? Est-ce qu'on peut avoir un musée des beaux-arts et un musée de société en un seul musée? Alors, si je peux répondre avec ma casquette Fédération des écomusées quand même, je vais faire un petit peu de… la fédération les musées de société, en fait, sont des musées qui se définissent pas par des frontières disciplinaires ou thématiques, mais vraiment une identification au fait que la culture et le patrimoine sont éminemment des processus. Et là, dans le cadre du spectacle vivant, on l'a bien vu, et dans la manière de faire aussi l'histoire d'une compagnie de spectacle vivant, on est obligé d'aller chercher dans l'enrichissement des disciplines, dans les apports mutuels, dans la diversification des approches. Et certains musées dits de beaux-arts, selon une classification un peu héritée, qui est quand même très franco-française, je pense que nos collègues étrangers ont moins de soucis avec ça. Si on regarde l'expérience qu'a menée le musée de Montréal, c'est un musée de beaux-arts qui se veut un musée de société, qui est ouvert à la société, qui fait pratiquer des activités, etc. Enfin, qui est dans le soin, qui est dans une démarche aussi sociale et sociétale. Et moi, je pense éminemment que sur un sujet qui relève du patrimoine culturel immatériel, il faut qu'il y ait un dialogue, parce que, à partir de collections, de beaux-arts, de collections, esthétiques, de collections iconographiques extrêmement riches, effectivement, c'est l'ouverture du dialogue qui est intéressante. Donc moi, je suis plutôt assez optimiste sur cet intérêt du dialogue, mais par expérience, modestement, et peut-être que Mathilde pourrait vous en redire un mot parce qu'elle a beaucoup parlé de la notion de laboratoire. On a travaillé sur notre territoire avec des acteurs avec qui on a travaillé des liens de proximité, de confiance, et là encore, c'est un processus. Quand on a travaillé sur Saltimbanque, on a passé notre temps à se dire: «Oh là là, mais il faudrait qu'on parle de ça et qu'on fasse ça et qu'on a…» Il y a tellement de personnes qu'on n'a pas eu le temps de voir, et on a commencé à dire: «Bon, il va falloir faire Saltimbanque 2, Saltimbanque 3, Saltimbanque 4». Donc on est dans le processus perpétuel, et si on ne veut pas justement tomber dans une dimension, mortifère à notre corps défendant, il faut qu'on puisse se mettre un petit peu hors de notre zone de confort, comme le disait Mathilde tout à l'heure. Moi, je trouve que sa formule est très juste. Si vous voulez rebondir, mesdames? Si je peux me permettre, pendant que Mathilde réfléchit à sa réponse, je voudrais juste donner un témoignage. J'ai commencé dans mon métier d'historienne en faisant une histoire d'entreprise, une entreprise horlogère du Haut-Doubs, les bourgeois d'Henri Char. Et quand je me suis attelée à l'histoire de la compagnie Alexigrus, j'ai fini par me dire, mais finalement, c'est une histoire d'entreprise. Et si on prend, et encore une fois, ces notions de trajectoire, c'est absolument fondamental. Si on prend l'exemple de Firmin Grus, c'est un artiste, et c'est un magnifique artiste, d'une part, et c'est en même temps un vrai chef d'entreprise. Ce qu'a été aussi Alexis Grus, ce qu'a aussi été Dédé Grus. Et donc, il y a une dimension, alors bien sûr, je comprends toute la dimension artistique, mais quand on pénètre dans cet univers-là, on est automatiquement happé par les deux aspects. Et ça, c'est vrai que je ne m'y attendais pas véritablement. Et c'est vraiment mon expérience initiale, ayant travaillé à partir d'archives privées d'entreprises, etc. etc. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai fait la même chose, quoi. Alors, pas que, mais après tout, dans la dimension horlogère, il y a aussi l'art des montres, etc. Voilà, pour le témoignage.
Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on s'est ancré aussi dans un mouvement général de cette histoire du cirque et des saltimbanques. Il y a eu des expositions très fortes la même année ou l'année précédente à la nôtre, avec Destin de cirque à Arc-et-Senans, qui présentait la collection du Docteur Frère, et puis plusieurs expositions à Rouen sur les saltimbanques qui présentaient les collections Borg. Donc on est sur des collections privées qui sont monumentales, qui ont capté, enfin vous connaissez mieux que moi, mais qui ont capté des éléments qu'on pourrait dire aussi beaux-arts, parce que le monde du cirque, c'est des productions artistiques phénoménales. On a montré le fond des Sœurs Vess, qui a le fond Souris à Marseille, et puis les costumes vicaires qui sont chez les Borg, dont les costumes vicaires, si j'ai bien compris, des Grusses Jeannet, auxquels nous, on n'avait pas accès en tant que petit musée aussi, parce qu'on arrive après ces constitutions de collection. Donc on ne pouvait pas montrer de costumes vicaires à je ne sais pas combien de milliers d'euros d'assurance. Mais en partant de l'humain, en croisant, dans notre expo, on a aussi des tableaux, on a aussi des très beaux objets. Hein. On a des objets anciens, on a des gravures du Mucem et tout ça. En croisant tout ça, ça donnait encore plus de richesse aussi de faire avec ce qu'on a sur notre territoire et faire avec le patrimoine personnel, le patrimoine des personnes et dont l'oralité fait partie, mais avec quelques traces matérielles dont je parlais. Et c'est un sujet qui croise vraiment énormément de disciplines de musées. Donc, je pense que musée de société et musée Beaux-Arts, on voit aussi aujourd'hui des expositions qui montrent beaucoup d'art contemporain. C'est ce qui marche aussi auprès du public, de mélanger tout cela, en n'oubliant jamais l'humain. Voilà. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, on a un peu explosé le timing, donc je vais devoir faire un peu maîtresse du temps. Je vois pas de petites mains se lever. Non, pas de chat. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment pour ce temps d'échange. J'aurai grand plaisir à pouvoir